Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du jeu Warhammer Quest The Adventure Card Game. C'est sorti en 2015, c'est édité chez FFG, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 45 minutes, 1 heure, ça vaut une trentaine d'euros. C'est du dungeon crawler coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. C'est un jeu d'Adam Sadler et de Brady Sadler. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un dungeon crawler avec des cartes, donc c'est différent. Normalement, on voit les dungeon crawlers avec des dés et puis des figurines. Là, on a des figurines, là on a pardon des dés, mais pas de figurines, on a des cartes. Mais ça joue quand même très bien, vous allez voir. Pour le pitch, nous jouons 4 aventuriers qui vont s'aventurer dans des grottes, des caves, des endroits les plus sinistres et les plus menaçants pour sortir victorieux à travers une campagne et délivrer les villageois et sauver le monde. Donc voilà un peu, hein, c'est l'univers de Warhammer, c'est tout le monde se tatane dessus pour sauver le monde et pour sauver l'humanité. Donc voilà un peu pour le pitch, mais sans plus attendre, comment on joue à Warhammer Quest. On va commencer par un petit tour du propriétaire. Donc dans une boîte de Warhammer Quest, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien principalement des cartes avec 6 dés, donc 3 dés blancs et 3 dés noirs. On va aussi trouver des tokens ici qui vont symboliser les blessures, les tokens ici qui vont symboliser l'exploration des lieux, et les tokens ici qui vont symboliser les réussites supplémentaires. Nous allons trouver aussi une torche qui est ici, qui va symboliser le party leader. Le party leader, qu'est-ce que c'est? C'est le joueur qui va jouer en premier. Donc ce party leader va tourner au fur et à mesure que les tours vont avancer. On va aussi trouver un deck de cartes ennemies, un deck de cartes exploration de lieux, un deck qui va nous permettre de looter des équipements, des armes, des armures, 3 petites conditions qui vont permettre justement de renforcer ou alors de rendre maladifs nos héros, un petit deck de donjons et principalement 4 classes de héros. À savoir que dans ce jeu, on va pouvoir jouer un nain Ironbreaker, on va pouvoir jouer un prêtre de Sigmar, on va pouvoir jouer une archère, une voleuse, une rogue, ou alors une magotte, une chamane, une sorcière. Nous allons aussi trouver 5 petits feuillets qui vont symboliser des campagnes, à savoir qu'il y a une campagne pour 5 petites étapes de scénario, ainsi qu'une dernière page qui va, elle, être une campagne facultative et qui va jouer en une fois. Si on prend une carte de héros, qu'est-ce qu'on va trouver sur une carte de héros? Mais plusieurs informations. Déjà, d'une part, nous allons trouver l'illustration ici de notre personnage, donc le fabuleux nain à la barbe soigneuse, et vous savez que moi j'aime beaucoup les barbes. Je n'ai pas la même, mais bon, j'essaye de travailler. Nous allons ici avoir le nom, donc l'Ironbreaker. Au-dessus, nous allons avoir des petits meeples, des joueurs, des petites silhouettes qui vont symboliser justement le nombre de joueurs auxquels on joue cette partie. Donc si on est à 3 joueurs, nous allons prendre cette carte, et ici les points de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe 3 variations de cartes. Donc ici à 3 joueurs, ici à 4 joueurs on peut remarquer que les points de vie descendent, et ici à 2 joueurs, et on peut remarquer que les points de vie augmentent. Donc au fur et à mesure de la partie, si vous êtes à 2 joueurs, vous allez utiliser cette carte, à 3 joueurs, etc. etc., etc. Le deck est accompagné de 4 cartes basiques. Nous allons avoir des cartes d'aide, des cartes de repos, des cartes d'exploration et des cartes d'attaque. Ces cartes jaunes, ce sont des cartes basiques qui sont le niveau 1 en fait du héros. Ensuite, durant la partie et durant la campagne, on va avoir la possibilité d'upgrader justement ces cartes et de les faire évoluer dans un stade qui s'appelle Advanced, donc les cartes avancées. Donc ça va être des cartes pareilles de repos, d'exploration, d'aide et d'attaque avec un effet un peu plus punchy. Après avoir vu les héros, on va passer aux cartes de monstres. Les cartes de monstres possèdent encore une fois plusieurs informations. Ici nous allons avoir les tiers. Les tiers, ce sont les monstres qui vont permettre d'être générés et d'être joués durant certaines campagnes. Des campagnes vont vous dire d'utiliser ce chiffre romain, d'autres avec 2 chiffres romains, et d'autres campagnes avec 3 chiffres romains. Donc ça va de 1 à 3. Ici on va avoir le nom de la carte, donc c'est une goule. Ici le type, donc c'est un mort-vivant. Ici en bleu, nous allons avoir les points de dommage que va infliger cette goule quand elle va attaquer. Ici le petit bouclier, nous allons avoir l'absorption, donc le bouclier de la goule, donc là elle est de 0, donc c'est la résistance qu'il faudra faire avant de pouvoir attaquer ses points de vie, donc là 0 il n'y a pas de problème, et en rouge nous allons avoir ses points de vie. Une fois que la carte est morte, elle est directement défaussée et sortie du jeu. Ici nous allons avoir 2 petits mots-clés. Alors les 2 petits mots-clés,
Qu'est-ce qui symbolise? Eh bien, c'est durant l'activation de cette goule, nous allons faire les mots-clés de la gauche vers la droite. Par exemple, ici, on nous dit DC's, donc le DC's, nous allons avoir la petite compétence ici, DC's. Donc, je vous la lis pas, je vous la dis pas, je vous la dirai vraiment quand j'expliquerai un peu comment se déroule le tour d'un jeu d'un ennemi. Et on va avoir ici la capacité Advance. Une fois qu'une carte est activée, elle est ce qu'on appelle exhaust, elle est épuisée, elle est mise de côté comme celle-ci. Les monstres vont avoir plusieurs variations, à savoir qu'un monstre va avoir 3 cartes. Il va avoir 2 cartes basiques qui sont les mêmes et une carte élite. La carte élite, c'est une carte rouge. Qu'est-ce qui change sur une carte élite? Eh bien, généralement, soit des effets supplémentaires, soit alors une attaque plus forte, ou soit par exemple ici, des points de santé un peu plus forts. Passons maintenant en revue les cartes location. Donc dans une carte location de lieu, nous allons avoir ici les tiers. Donc comme pour les monstres, hein, ça dépend dans quelle campagne vous allez être et dans quel scénario. Vous allez avoir le nombre de tiers qui va être utilisé. Donc là c'est le tiers 1, c'est le tout premier stade. Ici nous allons avoir le nom, ici nous allons avoir le type. Là, nous allons avoir un petit background, ici son image, et là, nous allons avoir une petite réaction qui va généralement être activée une fois que le tour de la location sera fait. Nous allons avoir ici les spawns qu'on va devoir générer, donc c'est les monstres qu'on va devoir générer. Le spawn rouge, c'est uniquement dans la zone des héros, et le noir, c'est durant la zone d'ombre. Effectivement, nous allons avoir en fait 2 zones où on pourront spawner les ennemis, à savoir une zone d'ombre où les ennemis vont arriver face cachée, et une zone d'engagement, donc qui est liée directement à nos héros, qui va être considérée comme étant le symbole rouge ici. Ce qu'on va trouver ici ensuite, c'est le nombre de points qu'il faudra mettre, donc le nombre de tokens qu'il faudra mettre pour pouvoir explorer ce lieu et passer à un autre lieu suivant. Effectivement, ce jeu va vous permettre d'explorer certains lieux durant une campagne. Certaines scènes de campagne vous diront d'explorer le plus rapidement possible afin d'arriver à la dernière scène et d'explorer le lieu pour sortir victorieux, etc., etc. Donc il est vraiment primordial d'explorer au plus vite le lieu. Avant de faire une petite mise en place et de vous expliquer les tenants et les aboutissants de comment se joue Warhammer Quest, il est quand même important de voir une fiche de campagne. Alors là, par exemple, c'est la quête numéro 1 qui s'intitule Une puanteur horrible à Full Stench. Ce qu'on va avoir ici, alors nous allons avoir déjà au verso le setup. Donc on nous dit par exemple le deck d'ennemis est composé de temps, les locations sont composées de temps, et les équipements et le dungeon deck est composé de temps. Ici nous allons avoir un petit background qui va vous expliquer ce dont on doit faire et pourquoi on est ici. Nous allons avoir les récompenses si nous réussissons la mission, et nous allons avoir les pénalités si justement on perd la mission. De l'autre côté ici, nous allons avoir le track péril, donc c'est l'échelle de péril. Au fur et à mesure que le token en fin de tour va avancer, des choses néfastes vont arriver. Comme vous pouvez le voir ici, vous allez avoir différentes zones. La zone verte quand vous allez atteindre ce symbole-ci, la zone bleue quand vous allez atteindre cette zone-ci, et la zone rouge quand vous allez atteindre cette zone-ci. Nous allons avoir des conditions de victoire et des conditions de défaite. Mais que serait un dungeon crawler s'il n'était pas possible de looter des armures et des équipements ainsi que des armes qui deviendront encore plus puissantes et renforceront votre guerrier. Au fur et à mesure que vous allez découvrir des cartes dungeon ou des cartes gears, on va vous demander de tirer des cartes équipements. Ces cartes équipements vont permettre de renforcer votre personnage. À savoir que dès que vous commencez une campagne, votre personnage ne peut avoir qu'une seule carte équipement. Une carte équipement symbolise soit une arme, soit une armure, ou soit des items. Au fur et à mesure que vous allez augmenter votre personnage, justement ce taux d'armure, enfin ce taux d'équipement, pardon, va pouvoir augmenter. Vous allez pouvoir augmenter le nombre de cartes que vous allez porter. Plus vous allez être fort et plus votre personnage pourra porter plus d'équipement. À savoir qu'on est limité quand même à une carte d'armure, 2 cartes d'armes, ainsi qu'un nombre incalculable d'items. Et enfin, nous allons finir sur des cartes dites de donjon. Les cartes dites de donjon peuvent être des cartes d'événements, peuvent être des cartes de spawn, ou peuvent être des cartes items. Donc vous pouvez avoir de bonnes comme de mauvaises surprises sur les cartes de donjon. Voilà, donc je pense que je vous ai expliqué l'ensemble des cartes. Maintenant, je vais faire une mise en place vraiment sommaire en prenant en compte le setup, hop,
de ce petit scénario pour vous montrer grosso modo comment on met en place un jeu et comment se déroule un tour de jeu à Warhammer Quest. Donc ne quittez pas, restez connectés et on se retrouve tout de suite. On va construire le deck ensemble, donc là on se met sur le deck d'ennemis et on nous dit qu'on va prendre tout le groupe des chauves-souris géantes, des araignées gigantesques, des guerriers gobelins, des orc boys, ensuite 4 open standard ennemis et 2 open elite ennemis. Alors ce que veut dire les open standard et les open elite, je vais revenir juste un instant. Donc on va préparer ce deck là. Nous avons pris l'ensemble des unités qui composent justement le deck de base, à savoir voilà, nous allons prendre toutes les cartes qui sont affiliées aux monstres, donc les Goblin Warriors, etc. Nous allons prendre, donc ça nous compose déjà notre deck de base, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir quand même rajouter 6 cartes d'un groupe open. Donc là, pour ce faire, on va se référer directement au tiers, donc on va prendre toutes les cartes qui sont affiliées au tiers 1, on va les mélanger, hop, on va en prendre ensuite, le scénario nous en dit 4, donc on va en tirer 4, 1, 2, 3, 4, on va les mettre à l'intérieur, donc ça, on n'en aura plus besoin. Ensuite, on va faire la même chose pour les cartes élites de niveau 1. Donc, on va les mélanger, hop, et on va en prendre 2. On va, voilà, prendre ces deux-là, et le deck, maintenant, est fin prêt pour les ennemis. Donc, on va quand même les mélanger, histoire d'avoir un paquet dilué. Voilà, et le deck d'ennemis est prêt. On va faire de même pour les decks location. Donc, pour les decks location, hop, on va trouver les tiers, donc là on est dans le tiers 2, on va les enlever, le tiers 3 pareil, donc tout ceci. Nous allons prendre hop, le tiers numéro 1, ainsi que la carte Grumps Sump. Pourquoi on prend cette carte Grumps Sump? C'est parce que justement la mise en place nous dit de prendre cette carte et ça sera la dernière carte à explorer. Donc on la pose à côté, et ici on nous dit de tirer 3 cartes aléatoirement. Donc chaque partie en fait, et chaque scénario que vous allez refaire ne va pas être le même, parce que vous n'allez pas visiter les mêmes lieux. Donc on va en tirer 3, 1, 2, 3. On va retirer les autres cartes, celle-ci on va la mettre à la fin, et le deck des locations est fin prêt. Pour les cartes donjon, on va faire la même chose, donc on va prendre le paquet des cartes donjon et on va en tirer 12. Petite indication par contre à suivre, les cartes avec ce petit symbole Némésis devront être enlevées. Donc on va enlever ces deux cartes et ensuite on va tirer aléatoirement 12 cartes. Donc ce deck ensuite va composer les cartes de rencontre de donjon. Donc on va en tirer 12, voilà. On va les mettre ici. Ensuite, on va faire de même pour les cartes d'équipement. Donc les cartes d'équipement, on va en tirer 12. Dans les cartes d'équipement, on va avoir des équipements, mais on va aussi avoir des équipements légendaires. Les équipements légendaires vont nous permettre de tirer des cartes d'équipements légendaires par rapport à notre classe de héros. À savoir qu'il y en a 3 parties. Comment on va pouvoir tirer des cartes légendaires? C'est quand on sera amené justement dans le deck des cartes qui va nous permettre de prendre des cartes légendaires. À savoir que dans le premier scénario, vous n'en avez pas. C'est à la fin de chaque scénario, on va rajouter une carte légendaire dans la pile des cartes d'équipement, et dès qu'on va tirer une carte d'équipement qui va nous dire de tirer une carte légendaire, à ce moment-là, on va prendre les 3 cartes affiliées à notre personnage et on va prendre une carte légendaire. Et une fois qu'on a fait tout ça, on prend 2 personnages et on est fin prêt à jouer. Donc on va commencer à expliquer comment se passe un tour de jeu à Warhammer Quest. Donc dès lors on va commencer à jouer, nous allons quand même tirer une carte de lieu. Donc la carte de lieu, je vous le rappelle, va nous permettre de spawner des cartes de monstres face visible qui vont être engagées sur nos héros, et des cartes qui sont en noir ici, qui vont être face cachée dans la zone d'ombre. Ici nous allons avoir les points de location. Dès qu'on aura 4 points ou plus de lieu, nous allons pouvoir à la fin de la phase de lieu partir de ce lieu. Donc on va commencer à spawner par exemple ici 3 monstres, donc on en prend un du deck, on le met sur le premier joueur qui a le token de la flamme. Donc là par exemple nous avons des rats, ici nous allons en mettre un autre, hop, nous allons avoir des Skaven, on va rajouter encore un monstre, on va avoir des Gobelins Warriors. Et cette zone-là, donc normalement c'est un peu plus haut, mais là j'ai pas beaucoup de place, cette zone-ci va être la zone d'ombre. Et dans la zone d'ombre, on nous dit de rajouter, hop, voilà, je vais faire de la place, 2 cartes face cachée. Les cartes dans la zone d'ombre sont toujours des cartes qui sont face cachée. Et on va commencer à voir les différentes phases des héros, à savoir la phase des héros, la phase des ennemis, la phase de location et la phase de péril.
On va commencer tout de suite avec la phase de héros. Un héros à son tour peut faire une action. Si on est à 4 joueurs, chaque héros, chaque joueur pourra faire une action. Si on est à 3 joueurs, le héros avec le token ici de leader pourra faire 2 actions et les autres une action. Et si on joue à 2 joueurs comme je le suis dans cette configuration, chaque héros va faire 2 actions mais non pas simultanément. Donc le nain va faire une action, on va passer ensuite à la voleuse qui va faire une action, on va repasser au nain qui va faire une action et ensuite la voleuse qui va faire une deuxième action. Donc ça c'est vraiment stipulé quand vous jouez à 2 joueurs, à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Que peut faire un héros pendant son activation? Pendant son activation, il pourra faire l'une des 4 opérations qui lui est affiliée. La première action qu'il pourra faire, et c'est une liste qui n'est pas chronologique, je vous l'ai dit vraiment en vrac comme ça, donc vous pouvez faire n'importe quelle action, il va pouvoir attaquer. Quand on attaque, on va prendre la carte d'attaque, qui est ici, et sur une carte d'attaque, nous allons avoir plusieurs informations. Nous allons avoir ici le symbole de l'attaque, nous allons avoir le nom, nous allons avoir l'image, et nous allons avoir différentes informations, à savoir que les effets doivent être faits de haut en bas. Il y a des effets qui sont obligatoires et qui doivent être faits, ou alors des effets qui sont facultatifs et auquel cas on vous le dit. Mais les effets doivent être faits du haut vers le bas. Donc là on nous dit par exemple qu'on peut engager 2 ennemis. Engager 2 ennemis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre un ennemi de la réserve des shadows, donc des ombres, le ramener ici, donc il sera face visible, à savoir qu'un héros peut avoir jusqu'à 3 ennemis engagés sur sa ligne, ou alors prendre un ennemi qui est vers un autre héros et le récupérer directement sur sa ligne. Une fois qu'on a 3 ennemis, on ne peut pas récupérer un autre ennemi. Si par inadvertance une personne, un ennemi devrait spawner sur un rayon où il y aurait déjà 3 ennemis, il inflige directement ses points de dégâts et l'ennemi repart dans la zone d'ombre. Quand on va faire une attaque, on va ensuite nous dire le nombre de dés qu'on va lancer. Donc par exemple ici on nous dit que l'attaque on va lancer 2 dés blancs. Les 2 dés blancs ici possèdent plusieurs phases. Nous allons avoir la phase de succès. Un succès c'est une blessure qu'on va infliger, un dégât qu'on va infliger à un monstre. Nous allons avoir le bouclier j'y reviendrai juste après pour vous expliquer les dés noirs, ils vont permettre justement de contrer les attaques des monstres. Nous allons avoir la phase de bouclier et de réussite qui va nous permettre justement d'attaquer et de se défendre. Nous allons avoir la phase de réussite, donc c'est 2 haches qui vont nous permettre d'infliger 2 points de blessure. Et enfin, nous allons avoir la phase de critique. La phase de critique, elle est un peu spéciale. Déjà, elle compte comme une réussite, et ensuite on va pouvoir relancer son dé. Relancer son dé, c'est par exemple retomber sur une phase, pareil critique, donc on va pas relancer, ou alors tomber sur une autre phase qui nous permet de booster encore plus nos réussites. Donc on va préparer ces dés, on va prendre par exemple 2 dés pour l'Iron Breaker, lui, qui peut justement lancer 2 dés et engager jusqu'à frapper jusqu'à 2 cibles. Ensuite, nous allons voir les ennemis engagés. Pour chaque ennemi engagé avec le héros, quand il va faire une action, donc une phase d'attaque, une phase d'exploration, de repos ou d'aide, il sera dans l'obligation de lancer des dés noirs. Les dés noirs équivaut au nombre de personnages, nombre de monstres, pardon, qui sont ce qu'ils appellent ready, donc qui sont actifs durant ce lancer de dés. Alors actif, qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt la phase de ready. C'est-à-dire que s'ils sont levés comme ça et qu'ils ne sont pas épuisés, donc comme ceci, pour chaque carte activée, on va lancer un dé noir. Donc par exemple, ici, dans cette configuration-ci, nous allons lancer en même temps 2 dés blancs et 2 dés noirs. Si par contre, pour un effet de jeu quelconque ou un item ou quelque chose qui aurait exhaust, donc épuisé un ennemi, on lancerait par exemple dans cette configuration-ci 2 dés blancs et un dé noir. Si par contre, voilà, les 2 ennemis, hop, je fais n'importe quoi, sont exhaust, là on lancerait directement 2 dés blancs. Donc le fait de lancer des dés noirs, qu'est-ce que ça va influer sur le jeu? Eh bien, différentes choses. À savoir que les faces de dés noirs ont des faces blanches, donc là, il n'y a rien qui se passe. Ici, ça va être une attaque du monstre. Alors, une attaque du monstre, qu'est-ce que c'est? Donc pour chaque griffure qu'on va faire, on va affilier le dé à un monstre. On affile tout le temps un dé de blessure
un dé d'attaque, pardon, au monstre qui affiche le plus de blessures. Donc là, hein, c'est du 1 et 1, il n'y a pas de problème. Mais si par contre les rats infligeaient 2 et le gobelin warrior 1, on mettrait directement la griffure sur le personnage le plus fort. Nous allons avoir aussi la phase de Némésis. La phase de Némésis va permettre justement d'activer l'effet Némésis qui est en jeu. Alors l'effet Némésis, comment il s'active? Il s'active justement avec des monstres Némésis. Le monstre Némésis va infliger ce résultat de dé quand il est dans son repère, quand il est sinon activé un héros ou quand il est dans la zone d'ombre. Donc faire très attention à ce dé Némésis qui est très fort. Et ensuite voilà, on va avoir que des phases comme ça de griffures et de symboles blank. Donc on va lancer ça ensemble, par exemple 2D et 2D. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour chaque bouclier qu'on va faire, donc ici comme je vous l'ai dit, hein, la phase de bouclier, nous allons en fait encaisser une blessure par bouclier. Par exemple dans cette configuration-ci, le rat va infliger 1, le gobelin warrior va infliger 1, ici je fais 2 boucliers, hop, les 2 boucliers directement bloquent les 2 blessures. Si par contre je n'aurais pas fait 2 boucliers, je me prends directement le total du nombre de blessures, à savoir ici 2 points de blessure. Donc on prend un token, on les met ici, voilà, ça symbolise 2 points de blessure. Donc au fur et à mesure que vous allez faire des actions, vous allez pouvoir aussi prendre des points de blessure, car ça, justement, ça montre que les ennemis vous attaquent en même temps que vous faites vos petites actions. Pour le combat, pour chaque réussite que l'on va faire, on va pouvoir infliger une blessure. Donc là, par exemple, dans ce cas de figure, j'ai fait 2 réussites. Je peux infliger, par exemple, 2 blessures sur le gobelin, et le gobelin a une valeur de santé de 2, il est directement défaussé et il est mort. Une fois qu'on a joué une action, hop, on l'exhauste, donc on l'épuise. Au fur et à mesure que l'on va jouer plusieurs actions, on va les épuiser. On n'aura plus de cartes ensuite à jouer, vous allez me dire, parce que tout sera épuisé. Eh bien non, il y a le symbole refresh sur cette carte. Dès lors que vous allez jouer cette carte et elle va être épuisée, elle va se remettre directement active et elle va activer toutes les autres cartes justement qui auraient été épuisées durant les tours précédents. Donc c'est ce petit symbole que vous trouvez ici, le petit symbole refresh. Donc très important de jouer et de coordonner un peu ces attaques, sinon vous allez voir que ça va être un peu problématique de taper plusieurs fois durant le tour. On va ensuite voir l'action d'exploration. L'action d'exploration, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de lancer pareil 2 dés. Donc on va lancer 2 dés, on va ensuite lancer les dés noirs pour chaque monstre activé et engagé avec notre personnage. Donc là on lance 2 dés, et pour chaque réussite que l'on va faire au dé, donc je rappelle, hein, les réussites ce sont les marteaux qu'on va trouver sur les dés blancs, nous allons mettre des tokens ici, hop, qui vont venir directement sur l'exploration. Une fois qu'on aura atteint le chiffre de la salle d'exploration, nous allons pouvoir, durant la phase d'exploration, changer de lieu et explorer un nouveau lieu, se trouver dans un nouveau lieu. Généralement, les cartes d'exploration vous disent aussi de prendre une carte de donjon, de la révéler et de la lire. Et comme je vous l'ai dit, les cartes donjon peuvent être du bonus ou du malus. Donc là, c'était pour la phase d'exploration. Arrive ensuite la phase reste, donc la phase de repos. La phase de repos, pareil, pour chaque dé qu'on va lancer, pour chaque réussite que l'on va faire au dé, nous allons nous soigner de X dégâts. Par exemple, dans cette configuration-ci, on va se soigner de 2 points de vie. Donc ce qu'on fait directement, on prend les 2 tokens et on les met directement dans la défausse. Dernière action que l'on doit voir ensemble, c'est la carte de soutien. La carte de soutien, hop, je vais vous la montrer, voilà, c'est cette carte de soutien. La carte de soutien vous permet déjà, d'une part, pour le nain, et ce n'est pas semblable à tous les decks, c'est-à-dire que, par exemple, si l'on voit pour l'archer ici, sa carte de refresh est une carte d'attaque. Donc vraiment les cartes diffèrent, hein. Ce ne sont pas toutes les cartes aide qui vont permettre de retourner vos cartes. Donc ça dépend de quelle catégorie de personnage vous allez prendre. Donc la carte d'aide, pareil, on va lancer un dé, et un dé parce que c'est dit ici, hein, donc on lance un dé, et pour chaque succès que l'on va faire, on va ensuite ajouter un token succès sur une carte d'un de nos héros à côté. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas renforcer nos cartes avec des success tokens, mais on pourra renforcer les cartes des autres. Alors que veut dire les success tokens? C'est-à-dire que avant de lancer son dé,
Si on joue par exemple ici un Deadly Shot et qu'il y avait un Success Token ici, avant de lancer ces dés, on peut dire hop hop hop, et ben du coup je vais utiliser ce token qui me donne automatiquement une réussite en plus de mes dés. Donc je sais pas ce que je vais faire, ça peut pallier un peu au hasard en disant, ça peut pallier pardon au hasard en disant voilà, j'ai un token, je vais au moins avoir une réussite quand je vais lancer mon dé. Une carte peut accueillir uniquement et d'un maximum de 2 jetons Success Token. Au-delà, justement, vous êtes obligé de choisir d'autres cartes, sinon les tokens sont perdus. La phase des ennemis est très simple. Comme je vous l'ai dit, si on reprend une carte des ennemis, nous allons trouver plusieurs informations. Nous allons, dès l'activation de l'ennemi, faire les petits mots-clés que l'on trouve ici de gauche vers la droite. Donc ici, on va trouver le mot Advance. Le mot Advance, qu'est-ce que veut dire le mot Advance? Si on était par exemple dans la zone des ombres, eh bien ce personnage-là avance et se met directement en engagement avec le leader token. On commence toujours par le leader. Ensuite, on a le petit mot-clé Inflict. Et ça veut dire simplement qu'il va infliger son nombre de blessures ici au héros. Donc on va partir ici du postulat, il était là, de toute façon. Advance, on ne le fait pas parce qu'il a déjà avancé. Inflict, il lui donne 1, donc voilà. Simple et méchant, on lui met un point de dégâts. Une fois que le monstre a fait son action, hop, il est exhaust. On passe ensuite à l'autre joueur. Donc lui pareil, Advance, Inflict de 1, donc hop, on le met comme ça. On lui donne un token. Et ensuite on passe à la zone d'ombre. Donc la zone d'ombre, on commence par le leader, voilà, ici on a le Goblin Warrior. Le Goblin Warrior va infliger 2, donc on passe directement à 3 ici. Et ensuite on a la compétence prêt. La compétence prêt, on dit que justement le Gobelin va vers la cible qui a le plus de dégâts. Donc elle se met ici et on l'exhauste. On continue avec le dernier. Le dernier c'est un Goblin Warrior, donc Inflict, il inflige 1 ici. Ensuite, il a la compétence prêt, il se met ici. Et comme on peut voir, voilà, là on a le maximum que peut accueillir le nain. Donc l'Iron Breaker, il a 3. S'il devait récupérer encore un personnage, un ennemi, il se prendrait directement les dégâts qu'il inflige et cet ennemi viendrait directement dans la zone d'ombre. Il ne pourrait pas venir et augmenter ce rapport de 3. Une fois durant la phase d'ennemi, une fois qu'on a joué tous les ennemis, on remet ready les cartes ennemies. Voilà, donc tout le monde redevient dit et ils pourront, durant la prochaine phase d'ennemis, encore s'activer, etc. Par contre, s'ils étaient déjà exhaust, ils ne font rien durant leur tour et à la fin du tour, justement, ils se remettent en ready. Passons maintenant à la phase d'exploration. La phase d'exploration est très simple. Nous allons généralement lire ce qui se passe durant la phase d'exploration. On vous dit à chaque fois, par exemple, au tour d'exploration, faites ça sur cette carte, à la fin du tour d'exploration, faites ça, etc. Si nous arrivons à atteindre ce petit chiffre ici qui est de 4 en success token à l'intérieur de ce lieu, on fait une avancée. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une avancée? Eh bien, quand on fait une avancée, tous les monstres sur la zone d'ombre sont défaussés, sauf vraiment cas contraire où on vous dit ces cartes-là, finalement, quand vous faites une avancée, elles ne sont pas défaussées. Les cartes qui sont engagées avec vous, bien sûr, restent, elles avancent avec vous. Nous tirons un nouveau lieu et ensuite on spawn les cartes comme je vous l'ai montré, avec le crâne rouge sur les zones des héros et le crâne noir face cachée dans la zone d'ombre. Arrive ensuite la phase de péril. La phase de péril est très simple. Nous allons prendre notre petite fiche de score de quête. Le jeton péril commence ici, nous allons augmenter son rapport ici. Dès lors qu'à chaque fin de tour il va augmenter, nous allons faire ensuite l'effet vert. Dès qu'il va augmenter au bleu, nous allons faire l'effet bleu. Et dès qu'il va augmenter au rouge, nous allons faire l'effet rouge. Donc à chaque fin de tour, nous allons augmenter ce péril de 1. À la fin du tour, une fois que toutes les phases ont été faites, on va prendre le token ici et on va le donner au joueur qui se trouve sur la gauche. Ce joueur-là devient le premier joueur, il devient le leader et un nouveau tour commence. Donc voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel pour connaître un peu comment se joue Warhammer Quest. Un jeu hyper dynamique, moi franchement j'aime beaucoup, étant fan de Dungeon Crawler et puis d'Ameritrash. On retrouve vraiment l'essence ici d'un Dungeon Crawler et puis surtout du côté Ameritrasher. Voilà, on n'a pas de figurines certes, mais on a des dés, ça tape de partout, ça castagne de partout, on prend très vite des points de dégâts, on met vraiment beaucoup de blessures au personnage. On a les cartes qui permettent d'être augmentées et du coup on peut caler facilement des fois 5-6 points de vie faciles.
Donc ça marche très très bien. Le jeu est assez dur aussi parce que quand vous vous faites émerger par tout le monde, bah, ça devient très compliqué de justement faire face à plusieurs ennemis à la fois. Mais ça a le mérite de très très bien tourner en carte. J'étais assez sceptique et puis finalement non non, ça tourne très très bien. Je remontre la boîte. Voilà, c'était Warhammer Quest, The Adventure Card Game. C'est édité chez FFG, c'est sorti en 2015 de 1 à 4 joueurs, un jeu de Adam Sadler et Brady Sadler, du dungeon crawling coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Ça va sortir en juin, juillet, j'espère vraiment pour la VF, parce que c'est un excellent jeu, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent et qui ne sont pas mis dessus parce que, voilà, ils sont anglophobes et peut-être l'anglais pose problème. Encore une fois, c'est vraiment, vraiment de l'anglais basique, c'est vraiment pas compliqué. Le background est très sommaire, c'est à la portée de tout le monde, hein. C'est vraiment pas compliqué. Alors certes, il y a des mots-clés qui sont peut-être un peu durs de compréhension, mais c'est pas une barrière. Donc pour ceux qui vraiment ne veulent pas attendre juin-juillet, bah, vous pouvez prendre la VO qui maintenant coûte une trentaine d'euros. Pour les autres, bah, attendez peut-être un peu, même si l'anglais vous pose pas de problème. Maintenant, ça arrive bientôt en VF chez Edge. Pour une trentaine, je pense, d'euros, hein, ça va être la même chose. Donc attendez, soyez patient, attendez la VF et puis vous allez jouer directement à la VF. Côté extension, peut-être certains se posent la question, est-ce qu'il y aurait des extensions? C'est un jeu logiquement qui devrait accueillir des extensions. Alors pourquoi je me prononce là-dessus? C'est parce que déjà l'univers de Warhammer, en plus avec Age of Sigmar, a relancé la gamme de Warhammer, alors qu'avant on était plus sur du Warhammer 40K qui se renouvelait beaucoup beaucoup plus, dans l'univers de Games Workshop en tout cas. Donc là Warhammer Battle, etc. relançait un peu la donne avec Age of Sigmar. Maintenant, il n'y a rien, vraiment rien qui dit qu'il y aura des extensions. Les auteurs ne sont pas prononcés. Est-ce qu'ils font ça en secret? Est-ce qu'ils sont en train de tester des choses, etc. Bah, ça, je ne sais pas, hein. Seul Dieu le sait et seuls eux-mêmes le savent. Maintenant, je pense très sincèrement qu'il y aura des extensions, peut-être sous forme de mini-packs de cartes, peut-être sous forme de mini-boîtes, etc., qui rajouteraient peut-être des monstres, des capacités en plus, des cartes en plus, des campagnes en plus, etc. En soi, le jeu comme ça en l'état est très très bien, il tourne très bien. Vous n'allez pas faire le tour vraiment en une partie, c'est pas possible. Puis chaque partie, de toute façon, se renouvelle avec les lieux que vous allez visiter, etc., qui ne sont pas les mêmes d'une partie à une autre. Mais s'il ne trouve vraiment pas d'extension et s'il n'est pas suivi dans le futur, je pense que ça serait vraiment dommage parce que c'est un jeu qui doit être suivi de par sa méca qui est très cool et surtout de son univers qui est très riche. Et donc il y a vraiment de quoi faire sur Warhammer. C'est pas comme si voilà il fallait inventer des monstres ou quoi que ce soit. Il y a vraiment tout un bestiaire étoffé, élargi, très vaste. Et je pense qu'il y a de quoi faire à l'intérieur. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien écoutez, mettez des pouces verts. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez des pouces rouges. Dites pourquoi vous n'avez pas aimé, dites pourquoi vous avez aimé. Abonnez-vous, moi ça me fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça c'est cool. Je glisse tout le temps un mot maintenant hein, pour vous parce que voilà, bah, c'est vous qui faites aussi animer la chaîne. Je vous présente des jeux certes, mais vous les regardez et vous poussez quand même à faire d'autres vidéos. Je glisse aussi un petit mot parce que, comme vous le savez, je fais partie maintenant du cœur de la loge, un petit forum de youtubeurs, de vidéastes français qui font pareil, hein, des vidéos de règles de jeu, ou alors des tutos de peinture, ou alors des tutos de soclage, de stuff, etc. Et de parties de jeux que moi je ne présente pas parce que je ne les ai pas, ou alors ça ne m'intéresse pas et c'est pas trop mon univers de jeu. Donc n'hésitez pas à visiter le forum, n'hésitez pas à vous inscrire, on ne mange pas, ils sont très très cool comme je le suis. Ils vous feront des bisous partout, il n'y a aucun problème. Et puis ça nous fera plaisir de vous voir en tout cas commenter sur le forum et puis de voir le travail de différents personnages qui font du bon travail en plus. Donc voilà, nous on se retrouve pour une autre vidéo. Je pense que je ferai une vidéo de partie sur le premier scénar. Alors j'espère ne pas perdre parce que c'est un jeu qui est très dur. Au pire des cas, je piperai les dés et puis je couperai au montage. Je ferai des choses
qui laisseront entrevoir que j'ai gagné. Donc voilà, donc n'hésitez pas à Warhammer Quest, excellent jeu, si vous aimez les dungeon crawlers, si vous aimez les cartes, si vous aimez les dés, si vous aimez taper sur du mobs, looter des grosses épées en feu, etc. Foncez-y, un excellent jeu. Auquel cas, si vous n'êtes pas affinitaire de toute façon avec ça, j'espère que vous avez pu passer un bon moment en regardant la vidéo de présentation, puis vous dire, pourquoi pas finalement, je vais me laisser tenter. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à bientôt pour une partie de Warhammer Quest. Allez, ciao ciao, bisous.